Alors souvent, quand je dis que je travaille sur les noirs dans l'art, on me dit: «Ah, tu travailles sur l'esclavage». Alors qu'en fait, l'esclavage, c'est seulement une partie, donc il y a 10 thèmes dans ce livre et c'est seulement une partie. Et en fait, de remettre l'histoire des Noirs sur le temps long, on voit que l'esclavage et la colonisation, c'est une partie assez courte de l'histoire des Noirs. On n'a pas énormément retrouvé de peintures qui représentent l'esclavage ou la colonisation. Alors, si, il a l'aspect domestique, domestique noir, parce qu'en France, avoir un noir, c'était un signe extérieur de richesse. À un moment, il faut le reconnaître, les familles aristocrates françaises de Nantes, mais aussi de Paris, sur toute la côte, Bordeaux, avaient un noir à leur service comme, voilà, comme signe extérieur de richesse. On a trouvé des noirs en tant qu'acteurs, en tant que boxeurs, en tant que députés, hommes politiques, rois, empereurs. Et c'est ce qui nous intéresse aussi, diplomates. Et c'est pas seulement le noir dominé, c'est aussi le noir neutre, le noir être normal. Alors le noir en lui-même, c'est une couleur qu'on ne met pas dans la peinture parce que c'est sombre, ça reflète pas la lumière, etc. Le noir brut. Donc après, pour l'avoir, le noir, c'était assez compliqué. C'est Léonard de Vinci qui expérimente et qui trouve avec de l'ivoire calciné, mais ça coûtait très cher. Donc la couleur noire, comme la mienne, c'est pas vraiment du noir, c'est plus du marron. Et donc pour arriver à cette pigmentation, oui, ça demandait beaucoup de travail parce que c'était un mélange et il ne savait pas le réaliser. Et puis il fallait aussi travailler les pigments et puis le reflet de la lumière sur la peau, plein de choses que les artistes n'étaient pas prêts encore à réaliser parce que la lumière ne se reflète pas sur une peau noire comme elle peut se refléter sur une peau blanche. Au départ, à la Renaissance, je trouve que dans les tableaux que je vois de Véronèse par exemple, les noirs ont tous la même teinte. Ils ont tous la même teinte, voire ils ont le même profil, le même faciès. Je me suis même demandé s'il y avait un seul modèle noir à ce moment-là en Italie. Et puis, et puis au fur et à mesure, vers le 18e, 19e siècle, là on commence à voir vraiment des pigments, notamment il y a une belle peinture du portrait d'une négresse qui s'appelle comme ça, où on voit même sur sa poitrine, où on voit les pigments de sa peau qui changent de couleur, plus on se rapproche du téton. Et c'est vraiment, on sent que c'est vraiment travaillé et que c'est étudié. Alors c'est une histoire assez incroyable que j'ai découverte avec ce livre. C'est l'histoire d'un Sénégalais, Gambie, à l'époque c'était un peu mélangé, mais il était au fin fond de la Gambie, plutôt vers le Sénégal. Et il était fils d'imam, il devient imam lui-même. Il avait des esclaves qui travaillaient pour lui et il décide d'aller les vendre ou les échanger parce qu'il y a un bateau anglais qui arrive pour vendre des pacotilles à l'époque, dans le commerce triangulaire. Lui, il voulait échanger ou vendre ses esclaves. Et puis finalement, à l'époque, le marché de l'esclavage, c'était un peu un down, ça coûtait pas grand-chose parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs. Donc en fait, c'est l'offre et la demande. Donc comme il y avait beaucoup de vendeurs, lui, il voulait pas les brader. Donc finalement, il repart avec ses esclaves, je crois qu'il les échange contre des moutons, quelque chose comme ça. Et puis il se fait attraper par une autre ethnie, les Mandingues, qui le rasent, qui le déguisent, enfin, qui l'habillent en guenille, et qui le vendent. Donc il se fait vendre lui-même en tant qu'esclave. Et là, donc, il se retrouve aux États-Unis, il travaille donc il fait toute la traversée, bien évidemment, il travaille dans une plantation. Il paraîtrait qu'il n'était pas très efficace, il tombe malade, etc. Il essaie de se sauver. Et puis là, il rencontre un Anglais à qui il raconte toute son histoire. Et il dit, si tu écris une lettre au Sénégal, mon père a de l'argent, il me rachètera. Donc finalement, la lettre arrive au bout d'1 an et demi. Et il est libéré, donc il est envoyé en Grande-Bretagne. Et là, à Londres, il rencontre le roi, il fait partie de la gentry, parce que c'est quelqu'un de lettré aussi. Il sait lire, il parle sa langue, il sait lire l'arabe aussi, il connaît le Coran par cœur. Et puis il apprend l'anglais très facilement. Donc il rencontre vraiment toute la gentry anglaise. Et finalement, la gentry fait une sorte de bourse, il collecte l'argent pour racheter encore et le renvoyer dans son pays. Il retourne jusqu'au Sénégal, il se fait arrêter je sais plus, à quelques kilomètres de chez lui par les Français, et il a failli se faire encore une fois déporter, cette fois-ci sous un autre drapeau. Mais finalement, il rentre chez lui, il retrouve ses épouses, et voilà. Et je trouvais que le parcours du commerce triangulaire, mais dans un autre sens, est assez extraordinaire. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est aussi de le mettre dans une dimension européenne. Et là, c'est un Ghanéen, aujourd'hui le Ghana, qui, en 1872, est recruté par l'armée néerlandaise pour aller faire la guerre en Indonésie. Et c'est assez incroyable, il ne passe même pas par l'Europe, il va directement combattre pendant 12 ans. Et puis au retour, il revient et il s'arrête donc là cette fois-ci à Amsterdam où son portrait est tiré. C'est quelqu'un qui reçoit énormément de médailles, ce qu'on voit sur le tableau, parce qu'il a fait des actes héroïques de guerre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'en Indonésie, il y en a beaucoup qui sont restés finalement, des Ghanéens, parce qu'il y en a 3000 qui sont partis à cette époque-là, et qui ont des descendants encore aujourd'hui qu'on appelle les Belanda Hitam.
Et donc c'est des métis indonésiens, africains indonésiens. Et donc il y a une petite communauté afro-indonésienne. Et moi je ne le savais pas et ça m'a vraiment surpris cette histoire.